Parce que tu es une fille. Et oui, les filles doivent se comporter comme ça. Les femmes doivent se comporter comme ça. Ne fais pas ça parce que tu es une fille. Ce sont des phrases que nous avons beaucoup entendues. Que vous soyez fille, que vous soyez femme aujourd'hui, ou même que vous soyez des garçons ou des hommes. Ce sont des phrases que vous adorez répéter. Lorsque vous êtes une fille, lorsque vous êtes une femme, cela signifie faire face à des attentes et à des stéréotypes qui sont spécifiques et qui peuvent influencer le choix de la vie, de l'éducation et en même temps des opportunités professionnelles. Aujourd'hui, nous voulons en débattre. Nous voulons comprendre les enjeux et mettre en lumière les défis que, parce que je suis une fille, ou bien parce que tu es une fille, peut faire donc subir à certaines de vos sœurs, de vos enfants, de vos épouses, ou en général, aux filles, aux femmes du Togo et du monde entier. Mais en même temps, analyser les forces, les histoires de résilience, de courage qui en découlent. Et cela, c'est dans votre numéro préféré de votre émission Les Jeunes en parlent sur votre chaîne Santé et sur Docteur TV. Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus. Comme je le disais tantôt, parce que je suis une fille, c'est donc la thématique que nous allons débattre pendant les quelques minutes qui suivront. Et bien évidemment, avec des femmes, des jeunes femmes ou des filles, je ne sais pas comment elles se positionnent, vous le diront, mais qui, je suis sûre, ont déjà entendu cette phrase populaire « parce que tu es une fille ». Nous sommes aujourd'hui avec la présidente nationale du mouvement d'action des jeunes de l'Association togolaise pour le bien-être familial, Madame Samata Mayaba. J'espère que je n'ai pas écorché le nom. Non, c'est Mayaba. C'est ça. Oui, Bonjour Samata. Bonjour Dorcas. Comment ça va? Je vais très bien. Ah, super bien. De ton côté? Ah, ça va. Et le mage se porte le bien. mage se porte super bien. Ah, se porte super bien. Ça va. D'accord. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup de filles là-bas. Je vais dire heureusement ou malheureusement, oui. Plus de 50% sont des filles, donc voilà. D'accord. Et nous sommes également avec Madame Sossou, Annie Eunice. Elle est membre de l'Association des enfants et jeunes du Togo pour le droit de l'enfant, à abrégé AEJT-DE. Bonjour Eunice. Bonjour Docteur Dorcas. Comment ça va? Je vais bien, Je pense qu'elle fait partie des personnes qui respectent de trop mon titre. Et bon, ça fait plaisir, un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Je pense que c'est la première fois et j'en suis totalement honorée. Merci beaucoup. Mais je pense que Samata, c'est la deuxième fois. Oui. Ah, ouais. Je me rappelle beaucoup de mes invités, c'est une bonne chose. Oui. Alors, lorsqu'on parle de « parce que je suis une fille », est-ce que c'est une phrase que tu as déjà eu entendre ou bien c'est ta routine quotidienne? C'est ma routine quotidienne. Je dirais que c'est ma routine quotidienne. Déjà, pourquoi? Parce que, à part la EJTDE, je suis une fille scout. Ah, tu aimes les problèmes. Ah, vraiment, vraiment. Et dans le scoutisme, quel est mon titre? Je suis disciplinaire. Ça veut dire? Ça veut dire que les filles n'ont pas l'habitude d'être disciplinaires. Ok. Et encore plus, les filles n'ont pas l'habitude de maintenir l'ordre dans le scoutisme. Ok. Dans mon unité, j'ai eu mon bac cette année au collège protestant à Guadeloupe-Togan. Dans mon unité, j'ai été la première fille à être disciplinaire. Ok, super. Et ça a choqué beaucoup de personnes, et spécialement les garçons qui se disaient « Non, elle ne peut pas être disciplinaire parce que c'est une fille. Elle ne peut pas commander, elle ne peut pas maintenir l'ordre parce que c'est une fille. » Pour les filles, notre rôle, c'est d'être à la cuisine, lors des activités, de programmer ce que les autres vont manger, où est-ce qu'on va s'installer, et tout le tralala, vous connaissez. Alors, dire que parce que je suis une fille, c'est une phrase que j'entends très très souvent. Non seulement ça, j'ai fait la D également, et ça, on se disait, non, une fille peut pas faire la D, c'est mieux de faire la A4 ou une filière technique. Mais la D, c'est pour devenir quoi? Est-ce qu'elle peut faire la médecine? Est-ce qu'elle peut faire l'informatique? Parce qu'elle est une fille. Parce que je suis une fille. Alors oui, c'est une phrase que j'entends très souvent. Maintenant, moi, j'ai une question. Est-ce que c'est pour aller taquiner les gens que tu es partie devenir disciplinaire? Mais ça te plaisait vraiment? Non seulement ça me plaisait, mais tu aimes les problèmes aussi. J'aime les problèmes. Et j'aime leur montrer que je peux le faire. Et ils vous confirmeront que, ah oui, j'ai assuré. Ah, je n'en doute pas.
En tout cas, ça fait plaisir. Félicitations quand même. Merci J'avoue beaucoup, que merci je suis épatée. Depuis là, je regarde, je me dis, mais on dirait même pas qu'elle vient d'avoir le bac. Et je pense que c'est vraiment, ça me touche. Je veux même pleurer. Je suis émue. C'est l'émotion. C'est l'émotion. Et toi, Samantha? Parce que je suis une fille, je pense que c'est presque la même chose. Je dirais même s'il faut dire que c'est de l'eau, que chaque jour on en boit parce qu'on ne peut pas passer une journée sans boire de l'eau. Et donc c'est quelque chose que moi j'entends quotidiennement. Parce que tu es une fille, tu devais poser tel acte. Là, voudrait dire que tout ce que tu fais est jugé sur la base de ton genre. Parce que tu es une fille, tu ne devais pas poser tel acte. Parce que tu es une fille, tu ne devais pas voilà, t'épanouir. Parce que tu es une fille, tu te promènes trop, tu n'es pas stable. Parce que je suis quelqu'un également qui aime toucher les couches rurales. Ce qui fait que je suis beaucoup plus dans les villages en termes de sensibilisation et autres. Et ce qui fait qu'à la maison, généralement, je peux faire 2 jours sur 7. Et donc, on dit, toi, tu es une fille, tu te promènes, tu te balades. Et ce n'est pas toujours aisé aux gens de comprendre le quotidien que tu as. Parce que tu es une fille, on l'entend également, que ce soit dans les établissements, à l'université, avec les parents, même dans les milieux professionnels. Parce que toi, tu es une fille, tu poses tel acte ou carrément, il y a quelque chose à organiser au boulot. Il y a certaines tâches qu'on dit non, ça, le mieux, on confie ça à la femme. Tout ce qui est collation, donner ça aux femmes, tout ce qui est, voilà, aménagement des gens qui vont arriver, l'installation, même la prise de parole, tout ça là. Voilà, l'hôtesse a confié ça aux filles. Donc, c'est une phrase quotidienne qu'on entend. Et là, j'ai un peu l'impression que vous l'avez pris positivement. Est-ce que toutes les femmes le prennent comme ça, qui acceptent que, ok, ce n'est pas parce que je suis une fille que je ne dois pas faire ci, etc. et tout, jusqu'à oser quitter la maison 5 jours sur 7. Non, en fait, moi je dis qu'il faut donner raison aux gens à travers leurs actes. Cela voudrait dire qu'aujourd'hui, si les gens disent parce que tu es une fille, parce que tu es une fille, ce qu'il faut faire pour leur montrer que en tant que jeune fille, c'est pas parce que je suis une fille que je peux pas faire tel acte ou je peux pas voilà, avoir de telle ambition. C'est à travers les actions que nous posons de manière quotidienne. Et pour moi, c'est à travers cela qu'on peut arriver à un changement. Est-ce que tout le monde le prend ainsi? Je pense que non. Il y en a qui l'ont accepté, disent ok, parce que je suis une fille. Mais chose que on déplore, malheureusement, on le déplore, parce que ça freine l'ambition, ça ne permet pas aux gens de rêver grand. Surtout les jeunes filles, ça ne leur permet pas de rêver grand. Mais quoi que l'on dise, ce n'est pas quelque chose à admettre. Plutôt à ce 21e siècle, je pense qu'on doit vraiment aller de l'avant. Pas parce qu'on on ne doit pas assigner, que ce soit professionnellement ou en termes d'ambition, un sexe ou un genre à une profession, peu importe. D'accord. Maintenant, de l'autre côté, est-ce que c'est une insulte? Est-ce que lorsqu'on te dit tu ne dois pas faire ça parce que tu es une fille, tu es une femme, est-ce que c'est une insulte? Non, ce n'est pas une insulte selon moi, mais c'est plutôt quelque chose auquel on vous rappelle quotidiennement. On vous le dit pour que vous l'acceptiez en fait. Vous êtes une femme, vous êtes une fille, vous êtes censé faire ci et ne pas faire ça. C'est pas une insulte, mais c'est un rappel au sexe et au genre que nous sommes. Selon moi, c'est ça. Est-ce qu'ils pensent mal faire, oui, moi, je pense que c'est beaucoup plus discriminatoire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui limite. Donc, pour moi, ça ne serait pas bien. Je pense qu'il est temps vraiment qu'on arrête de dire aux enfants cela. Parce que déjà, dès le bas âge, ce qui fait que quand la personne grandit, il y a des choses systématiquement qu'elle se dit dans la tête que non, on m'a dit que je suis une fille, donc je ne dois pas faire ci, je ne dois pas faire ça. Et donc, c'est vraiment limite. Il faut vraiment qu'on puisse y remédier et arrêter d'assigner aux gens en matière des actes qu'ils doivent poser. Et d'une autre manière également, c'est de dicter à la jeune fille les comportements qu'elle doit avoir. Quand on parle de dicter à la jeune fille les comportements qu'elle doit avoir, si on te dit que bon, toi tu es une fille et donc tu dois te marier tôt, avant même ton grand frère ou bien ton petit frère autant pour moi, avec qui tu es à la maison, ton grand frère, peu importe. On te fait comprendre en même temps que tu es une fille, donc tu dois avoir un tel comportement. Donc, pour moi, c'est assez discriminatoire et qu'il faut vraiment qu'on y arrête. D'accord, c'est très important. Et je pense même que c'est dans cette logique qu'une journée spécialement dédiée aux filles du monde entier
où on est là, on réfléchit, je pense, depuis plusieurs années. C'est une journée qui marque l'année. Est-ce que pour vous, ça en valait la peine de consacrer toute une journée pour discuter des défis et voir même des opportunités que des filles bravent au jour le jour? Ça en vaut la peine. Vraiment, ça en vaut la peine. Pourquoi? Parce que les filles sont dans ça depuis des années, des décennies, des millénaires même, voire. À chaque fois, une fille elle passe quelque part, tu vois une demoiselle bien habillée, en jean, et on lui dit, mais toi, tu ne peux pas t'habiller en pantalon, tu dois porter une robe, un boubou, et te voiler la tête, tu peux pas porter une perruque, te maquiller autant. Pourquoi tu veux plaire? Tu es censé plaire à un seul homme. Et là, on se dit, mais pourquoi? Pourquoi nous aussi, on ne peut pas juste vivre notre vie, être dans notre peau? Tu as des discussions avec certains garçons et puis ils te disent, moi, je veux réussir, moi, je veux faire ça. Et puis la fille, elle dit, ben moi aussi, je veux faire ça. Et puis le garçon lui dit, ben non, toi, tôt ou tard, tu finiras par trouver un homme qui va prendre soin de... Ah, je pense qu'on est tous d'accord. Tu finiras par trouver un homme qui va prendre soin de toi et tu n'auras pas à vivre tout ça. Tu n'as pas besoin de... Mais... En tout cas, la vie est dure. Moi, je suis trouvé bonne à la dit maintenant là. Je pars. On va se poser ou bien? Ça m'attend. Ah Tu es oui. un bon à la dit pour N'est-ce me pas? brancher. Moi, je ne veux pas souffrir. C'est ça seulement là. Chère femme, pardonnez-moi, vous m'avez perdu. Pourquoi elle veut souffrir? Mais il faudrait Non, quand pas- même rappeler à la société que les femmes aussi ont des droits, que les femmes aussi peuvent aller loin, peuvent réussir dans ce qu'elles veulent faire, Yeah. ce qu'elles souhaitent et atteindre leurs objectifs en y mettant de leur mieux. Voilà, c'est Voilà. très important. Alors, quelle analyse que vous faites aujourd'hui par rapport aux droits des filles au Togo principalement? Au Togo, je dirais que ces 2 dernières années ou ces 5 dernières années, moi je pense qu'on a encore régressé, sincèrement. Parce que quand on prend les initiatives qui sont mises en place, il y a de cela 10 ans aujourd'hui, ces initiatives sont là. Mais on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment un brainstorming qui a été mis en place par rapport à l'évolution des droits des filles. Bien que plusieurs programmes ont été mis en place pour encourager ou favoriser le respect des droits des jeunes filles. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore grand boulot à faire lorsqu'on parle du droit de la jeune fille. Surtout en matière du respect. Parce que l'une des choses est d'avoir des lois qui sont là et d'avoir des programmes, mais s'assurer de leur effectivité et également de punir ou de sanctionner les personnes là qui violent ces droits-là. Donc pour moi, il y a encore du boulot à faire en matière de droits de la jeune fille au Togo, bien que nous encourageons vraiment les initiatives qui sont déjà là, mais je pense qu'il y a encore du boulot à faire. Et vous pensez qu'on a vraiment régressé? Je pense que oui. Je pense que dans la sous-région, on a l'impression que le Togo Le respecte Togo- les droits des femmes, les droits des Oui, filles. le Togo, on a l'impression, comme vous venez de le dire, on a l'impression. Et moi, je cadre ça en disant que quand je prends les 2 dernières années ou les 5 dernières années, cela voudrait dire que jadis, le Togo également était à un niveau plus élevé, selon moi, bien évidemment. Et donc, ces dernières années, ça fait que, je ne sais pas, est-ce que c'est le bling-bling, est-ce que c'est... Nous sommes arrivés à un moment où tout le monde veut juste se faire voir, se dire que je promeux les droits des filles, mais quand on va à la base, il n'y a pas d'actions concrètes qui sont vraiment menées. Et donc, si on prend aujourd'hui, combien de jeunes filles on peut compter et dire que, elles ont été par exemple violées, elles ont fait face à une violence et que on leur a suivi la justice leur a été rendue. Je pense qu'on les compte au bout du doigt. Mais on a des cas de violence de droits des jeunes filles dans les communautés. Comment est-ce qu'on s'assure d'avoir, de dénoncer ou d'avoir une lutte de ces cas-là et de faire un suivi? Donc, quand je parle de régressement, pour moi, c'est en ce sens-là. Le problème est là, l'évolution est là, mais il faut vraiment qu'on retourne à la base pour qu'on s'assure que l'évolution, le niveau que le Togo a aujourd'hui, dans les 10 prochaines années, qu'on dise que voilà, on a encore progressé et non qu'on recule, qu'on régresse. D'accord. Alors, je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus ou sur quel aspect, selon vous, aujourd'hui, lorsqu'on fait l'analyse des droits des filles, sur quel aspect on a régressé? Déjà, sur l'aspect du service des femmes, quand on dit une femme, elle est directrice, présidente, elle a atteint ce stade-là dans ce service, on dit mais elle a forcément donné quelque chose à un tel pour y arriver. Pourquoi?
elle a été à l'école, elle est intelligente, elle a réussi parce qu'elle a bossé, elle a tout mis en œuvre pour arriver là où elle est. Pourquoi ne pas juste dire que c'est un exemple à prendre et à donner à ses petites sœurs, aux autres filles, pour dire, vous aussi, vous pouvez y arriver. Vous aussi, vous pouvez tout mettre en œuvre pour y arriver. Pourquoi dire, ne la regardez pas, hein, ne faites pas comme elle est. Elle est passée par ici, par là. Dans ce sens-là, je suis totalement d'accord avec Samantha pour dire que oui, le Togo a assez regressé, autant pour moi, sur ce fait-là. Il est important d'impliquer non seulement les jeunes filles, mais aussi les garçons et les parents surtout, de rappeler à leurs filles qu'elles aussi, elles ont un pouvoir où elles peuvent réaliser des choses assez concrètes dans la société. Et surtout de mettre en avant le fait que les femmes, elles peuvent parler, elles peuvent être impliquées dans tout ce qui concerne la politique, les services, dans tout. Ce n'est pas juste à la cuisine, au marché qu'on va voir les femmes. Non, on peut les voir avec des armes pour défendre leur pays. On peut les voir à la télé prendre le micro pour dire « j'ai été dans ce village-là, j'ai constaté ci, j'ai constaté ça ». C'est important que les femmes soient assez impliquées et il faut que nous, jeunes femmes, on mette assez en œuvre pour permettre à toutes nos grandes sœurs, nos petites sœurs, pour elles aussi, prendre exemple sur nous et devenir quelque chose de nous. Ah oui, je suis totalement d'accord. Et je pense qu'elle vient de toucher un point très très important qui font que même aujourd'hui, on manque à avoir des modèles. Des modèles locaux. C'est-à-dire, il y a des femmes qui ont réussi, mais qui ont peur peut-être d'afficher leur réussite sous prétexte qu'on va dire que, qu'est-ce que tu... Au prix de quoi? À la sueur de la sueur des autres, de tes autres parties du corps. Vous voyez, et moi, la question finalement, est-ce que c'est la faute à qui? Parce que même dans les personnes qui tiennent ce propos, il y a aussi des femmes. Hein? Il y a aussi nous les femmes. Malheureusement. J'ai même envie de dire que les premières personnes qui encouragent ce genre de paroles, c'est toujours nous. C'est nos pères. Parce que aujourd'hui, quand on prend, comme elle a dit, professionnellement parlant, il y a des filles qui se sont battues, qui ont eu des postes de responsabilité en fonction des résultats. Parce que quoi qu'on dise, quand on parle du domaine professionnel, tu es mesuré à la hauteur du résultat et de l'impact que tu apportes à la structure, à l'institution. Et donc, moi, je ne vois pas une institution mettre la responsabilité ou la direction de sa boîte dans les mains d'une personne parce que, voilà, elle s'est donnée à un X ou à un Y. Donc, je pense que lorsqu'une femme est à la tête de la direction ou elle a des postes de responsabilité assez élevés, c'est parce qu'elle a mérité. C'est parce qu'elle a mérité. Parce que lorsqu'on prend l'exemple de ces femmes-là aujourd'hui qui sont à des postes de responsabilité, leur parcours en témoigne. On ne met pas n'importe qui à la tête d'une institution. Leur parcours en témoigne. Et pour moi, c'est en cela même que se reflètent les modèles dont nous parlons aujourd'hui. Comment est-ce que je choisis mon modèle de vie, professionnel comme personnel, parce que ça existe. Comment est-ce que je l'ai choisi? Et les stigmatisations là qui font qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes ont du potentiel, mais n'arrivent pas à l'afficher, à l'affirmer et même à l'accepter elles-mêmes. Voilà, parce que déjà, l'autodiscrimination, elle est là. Le poids de la société, elle est là. Et n'en parlons même pas de ce que disent les hommes ou même les femmes dont nous venons de parler tout à l'heure. Ils disent, bon, toi, tu es d'une femme, on ne sait même pas vraiment où est-ce que tu veux aller. Toi seul, tu as un doctorat. Toi seul, tu as un master. Toi seul, tu veux... Qui va t'épouser? La fameuse question, est-ce que tu comptes te marier un jour? Ou on apprend que tu as eu un poste aujourd'hui à l'extérieur où tu as gradé un peu. On dit, mais toi, tu n'es même pas encore mariée. Hein? Donc, je me dis que ce sont des choses qui font que certaines femmes n'arrivent vraiment pas à affirmer le potentiel qu'elles ont. Ah oui, et je pense que vous avez touché aussi un point très important, c'est l'autodiscrimination. Oui. Je pense que c'est aussi un des défis des femmes. Hein. Les femmes, même nous nous auto-censurons. Tu vois le pot, tu te dis que non, je ne peux pas. Alors que les hommes, souvent, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Il va essayer. Si ça marche, tant mieux. Ça ne marche pas, tant pis quoi. Tant pis, lui, il aurait essayé. Effectivement. Et aussi, moi, je me demande, et souvent, pour ça, les femmes ne l'aiment pas, à quoi on peut attribuer cette sensibilité émotionnelle là aussi que nous, les femmes, nous avons. Et qui fait que dans certains endroits, dans certaines entreprises, voilà, on peut arriver à nous discriminer, que voilà, c'est toujours les femmes qui font ça, c'est toujours les femmes qui font ça. Est-ce qu'on va toujours mettre ça sur la société? C'est toujours les normes, la manière dont ils nous ont moulés en tant que femmes.
j'ai envie de crier. À un moment donné, il faut qu'on arrête. Mais je ne peux pas crier. Je ne peux pas crier. Parce que, dans le cas, moi, je pense que quoi que l'on dise, tout est de base. Mais aujourd'hui, c'est comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'initiatives qui sont là, qui nous permettent à nous maintenant de sortir de notre zone de confort et d'accepter les choses telles qu'elles sont. Parce que si on doit toujours mettre tout sur le dos de la culture, de la société, parce qu'on sait très bien qu'à la base, c'est comme ça. On nous a fait comprendre que la femme, c'est un être sensible, c'est une personne qui doit être très douce. Je peux même dire une personne qui doit se laisser faire. Parce que quand tu essaies de mettre les limites, on te trouve impoli. Yeah. Voilà, donc une personne qui doit se laisser faire à tout et va rien. Donc pour moi, à un moment donné, il faut qu'on arrête. Et tout commence par notre génération actuelle, je le dis chaque fois. Tout commence par notre génération actuelle. C'est lorsque nous, on arrive maintenant à prendre conscience et à savoir que voilà, peu importe le poste ou la classe dans laquelle je me retrouve, j'ai du potentiel à faire valoir. J'ai ma part à apporter. J'ai mon mot à dire. Lorsque ça commence dès là, on peut s'assurer que les générations à venir, ça sera encore meilleur. Mais si on prend dans le tas actuel, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut améliorer. Beaucoup de choses. Que ce soit au niveau des parents, en tout cas à tous les niveaux. À tous les niveaux. À tous les vraiment. niveaux. Et lorsqu'on prend le volet éducation, quelle est l'analyse que vous faites? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de programmes qui sont mis en place, la gratuité de l'écolage, je pense, hein, la gratuité de l'écolage pour les élèves, et il y a Scolassure pour les enfants qui tombent malades, etc. et tout. Est-ce que là-bas, vous pensez qu'on maintient le cap ou on a régressé? Pour moi, côté éducation, toujours en impliquant les jeunes filles, ça va. Ça va et ça avance. Pourquoi? Parce que je constate aujourd'hui qu'il y a des filles qui prennent la peine d'essayer. Ne pas forcément attendre que ça fonctionne, mais d'essayer. Et l'entourage, l'environnement est encourageant. Du coup, côté éducation, côté éducatif, je me dis que les efforts sont mis en place et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Voilà. Et je pense aussi qu'il faut aussi là féliciter le ministre hein, avec la loi Kokoroko qui bat son plein. Vraiment, j'allais effectivement en parler. Parce qu'aujourd'hui, sur le milieu éducatif, vraiment ça évolue. Quand on prend Scolassure qui est là, côté santé, quand on prend également l'abolition voilà, du paiement de l'écolage et tout ça là, je pense que ça fait partie des avancées louables. Et aujourd'hui, la loi Kokoroko, comme nous avons l'habitude de le dire, qui porte sur la protection des apprenants, vient vraiment encourager la jeune fille, le maintien de la jeune fille à l'école. Et pour nous, voilà, c'est vraiment une loi qui est vraiment louable. Maintenant, bon, c'est comme je l'ai dit, hein, l'application que nous devons tous nous assurer pour que ça soit effectif. Et donc, côté éducation, je pense que le maintien de la jeune fille, il est là. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de s'assurer, au-delà des milieux urbains, comment est-ce qu'on s'assure d'impliquer également les milieux ruraux, comment on s'assure l'effectivité de ces dispositions-là en milieu rural, et surtout l'implication des personnes en situation de vulnérabilité, que ce soit des jeunes enfants, des jeunes filles qui souffrent d'handicap, comment est-ce qu'on assure l'inclusion au niveau de leur éducation. Super. Alors, est-ce qu'au niveau de leur droit à la santé, quelle est l'analyse qu'on fait par rapport à ça? La santé sur toutes ses formes, bien sûr. Voilà, le droit à la santé au niveau de la jeune fille, je pense que ça va. Ça va en matière d'accès aux services de santé. Mais pour moi, aujourd'hui, en matière de coûts, au-delà de ce qui... Parce que quand on prend Scolassure, ce n'est pas tout le monde qui bénéficie de Scolassure. Moi, j'ai vu des familles où tous les enfants ont eu accès à ça. La preuve, j'en ai eu à côté de moi. Il y a un frère et sa petite soeur qui ont eu la chance d'avoir recours à cela. Mais je me dis que si on peut augmenter, ne serait-ce que le pourcentage d'accès à cela, ça peut favoriser maintenant l'accès aux soins de santé pour les jeunes filles. Parce qu'il y a des personnes qui se retrouvent malades, mais qui sont obligées de se donner à l'automédication. Parce que ce n'est pas facile pour tout le monde de trouver un 100 francs en journée. Et donc, lorsqu'on tombe malade, on fait recours aux moyens de bord et rien ne nous garantit vraiment une guérison parfaite. Voilà. Et bon, je voudrais que je touche vraiment le côté santé, c'est de la reproduction. Absolument. En matière de services de santé, c'est de la reproduction. En milieu urbain, je dis que ça peut aller. En milieu urbain, ça va. Avec tous les efforts qui sont mis en place aujourd'hui, je pense que c'est vraiment avancé. C'est toujours en milieu rural également. Comment est-ce qu'on améliore vraiment l'accessibilité là-bas? Parce que ce n'est pas vraiment facile.
Sachant très bien que des jeunes filles là-bas ne connaissent même pas leurs droits. Ils ne savent pas que j'ai le droit de dire non, ils ne savent pas que voilà, on ne doit pas m'envoyer en mariage forcé. Donc, je me dis que les actions doivent un peu tourner également vers là. Les initiatives doivent également tourner vers là. Trouver des personnes de référence de qualité également dans ces zones-là. Et s'il le faut, référer les cas ici et bien les traiter. Et là, je me pose la question, parce que la disparité entre le milieu urbain et le milieu rural, elle est assez criade. Mais pourquoi? Je pensais qu'il y avait déjà depuis des années que beaucoup d'organisations s'intéressent aux questions de droits de femmes, de droits des filles. Est-ce que tout le monde se cantonne à Lomé? Qu'est-ce qui fait peur? On n'arrive pas à changer les choses dans le monde rural. Selon moi, dans le monde urbain déjà, on est constamment là, constamment présent ici. Combien de personnes prennent la peine d'aller dans les villages, dans les zones reculées pour se poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce que des filles de 16, 15, 17 ans ont des enfants au dos et encore des enfants qui tiennent par la main? Pourquoi? Pourquoi est-ce que les lois ne sont le plus qu'appliquées ici en zone urbaine, ici en ville? Pourquoi il n'y a pas des personnes assez déléguées qui aillent plutôt dans ces zones rurales-là pour poser des questions, mais pour, comment dire, éduquer les familles, les jeunes filles sur leurs droits, comme Samantha l'a dit, et surtout pour leur dire que mais, ce n'est pas possible, ce n'est pas normal, parce qu'elle-même, elle le normalise à certains moments. Elle-même, elle se dit, mais il n'y a rien, c'est ça. Toutes les filles de mon âge ont des enfants. Or, non, tu dois aller à l'école, savoir ce que tu veux dans la vie, et non te réduire à avoir des enfants. Or, même ton organisme n'est pas encore assez solide pour porter des enfants. Du coup, il est important que les lois là soient appliquées dans les zones rurales et qu'on délègue des personnes compétentes surtout pour aller les appliquer et éduquer les villageois, les parents, les enfants, même les garçons, même les hommes qui viennent épouser cette jeune fille là sur ce que c'est que les droits de la femme, surtout en ce qui concerne leur santé. Parce que dès qu'elles accouchent, ça a des blocages sur la vie de la fille. Aussi bien santé, professionnelle, éducation, ça a des blocages. Mais côté santé, il est important qu'on aille les éduquer, leur dire, mais c'est pas parce que tu penses que tu es un enfant, que tu vas bien, que tu marches, que tu es en bonne santé. Non. Et ça, je dirais même que c'est votre domaine, docteur. C'est principalement votre domaine, parce que je me souviens que vous étiez venu à Plan pour la journée. Vraiment, vous avez parlé et j'ai retenu ce que vous avez dit quand vous êtes parti dans ce village reculé. Là, vous avez vu une jeune fille qui puisait de l'eau avec un enfant qui est à côté d'elle, encore un enfant ou deux. Vous vous êtes dit, mais c'est pas possible. Pourquoi? Parce que vous avez l'occasion, vous avez la chance d'aller plus loin que ça. Et pourquoi est-ce que ça se résume à ça? Pourquoi est-ce qu'en ville, c'est appliqué, c'est respecté, mais dans ces zones-là, c'est banalisé? Je reviens à ce que je disais, qu'il est important que les lois soient appliquées là-bas et qu'il y ait des personnes déléguées pour assurer leur bonne application. Mais qui on va déléguer? Qui va accepter, laisser le confort de la ville, etc. C'est ça aussi, ça fait partie des différents défis. Quand je parle de défis, au-delà de la ressource humaine, il y a aussi les défis en matière d'infrastructure dans ces milieux-là, qui font que beaucoup de personnes, très souvent on envoie, Dorcas me dirait si c'est faux, on envoie des personnes spécialistes là-bas, mais ils n'ont pas le matériel nécessaire pour exercer également leurs fonctions. Voilà. Des fois, on envoie des personnes qui sont là, bon, il est juste là, les gens viennent, il parle, il fait ses consultations. Maintenant, lorsqu'il faut faire peut-être des analyses encore poussées, où il faut administrer des soins à la personne, maintenant, c'est à la famille de transporter peut-être la personne malade ou la personne souffrante. Et tout ça là qui fait que quand la famille elle-même évalue l'école, c'est du bon. Le mieux, on se dirige vers le tradithérapeute. Voilà, et puis on se limite à là où soit la personne devient porteur ou porteuse de la maladie. Et c'est fini, on se limite à ça, dit que voilà, c'est son destin. Ça n'a rien à voir avec son destin. Absolument pas du tout. Absolument pas. Là, la question aussi, je me dis, est-ce à dire que l'information ne touche pas les populations rurales? Est-ce à dire qu'ils ne voient pas des modèles de femmes qui ont réussi, qui sont ministres, présidents de l'Assemblée nationale, secrétaires générales? Est-ce à dire qu'il n'y a pas aussi des grands-parents, des pères, des mères dans ces milieux qui veulent aussi que leurs filles deviennent des modèles
comme elle et qui continuent toujours, hein, lorsqu'on est dans le domaine de la SSR, qui continuent toujours pas à envoyer leurs filles en mariage précoce, qui continuent toujours pas à dire aux filles, ramène-moi quelque chose. Elle va ramener ça d'où? Vraiment. Est-ce à dire que l'information n'y va pas? En matière d'information, j'allais en venir même lorsque vous avez parlé de la disparité entre le milieu urbain et le milieu rural. Je pense que les canaux d'information que nous utilisons aujourd'hui, que ce soit dans les deux milieux, ne doivent pas être les mêmes. Le milieu urbain, beaucoup ont plus accès à l'Internet. Et nous savons très bien qu'aujourd'hui, il y a plein de choses sur l'Internet, sachant aussi qu'il y a des limites, il y a des fausses informations. Mais dans les milieux ruraux, ce n'est pas toujours le cas. Bien qu'aujourd'hui, avec TikTok qui est répandu partout, chacun essaie de se connecter, ne serait-ce pour être sur TikTok. Donc, en matière d'information, moi, je pense qu'il y a encore du travail à faire. C'est beaucoup plus les tâches physiques qu'on doit avoir avec les populations. Mais ce que nous déplorons aussi, c'est qu'il n'y a pas des personnes pour ces sensibilisations physiques-là de manière régulière. C'est soit dans le cas d'un projet, la personne descend. 2 ans, 3 ans, on se rend compte que le milieu a évolué, on a moins de grossesse précoce, on a moins de mariage, on fait l'évaluation et on part. Si jamais le projet n'est pas reconduit et qu'on n'assure pas la durabilité de ces projets-là, malheureusement, ça va encore revenir. Je prends le cas même des initiatives qui ont été mises en place à Ketao, dans la Binet et tout ça là. Aujourd'hui, je le dis parce que j'ai vécu là-bas, quand on parle d'avortement clandestin, quand on parle de grossesse précoce, quand on parle même des mariages forcés, qui sont devenus banals, les gens acceptent cela parce que quand on te voit avec avec un homme, on te dit automatiquement qu'on doit vous marier. On s'en fout de l'âge qu'a la jeune fille ou le jeune garçon en question. On vous marie sans dot ni rien et puis bon, c'est bon. Donc ça fait qu'aujourd'hui, les jeunes filles de 12, 13, 14 ans se retrouvent même avec des bébés au dos. Elles n'ont pas continué leur scolarité, qui souffrent même des maladies et se donnent à l'automédication. Donc c'est pour dire que lorsque les projets arrivent, lorsque ce sont des projets restreints, qu'on s'assure quand même de la durabilité d'après le projet. Sur le tas, on peut avoir de l'impact en matière d'information. Mais après tout, ça reste vraiment un défi. Si d'autres projets ne viennent pas dans la localité pour assurer la continuité de ce qu'on est en train de faire. Peut-être qu'on a eu à sensibiliser les jeunes qui étaient au lycée, elles ont eu leur bac, elles sont parties en ville. Et le projet également s'est limité. On va prendre ces filles-là comme des modèles. Le projet a marché. Mais après tout, la génération qui va venir, s'il n'y a pas un relais, ça risque également de retomber. Et on va se retrouver des années après à zéro. Donc, pour moi, en matière d'information, il faut assurer la durabilité surtout. La durabilité de l'information. Et s'assurer également d'avoir des modèles qui ressortent de la communauté. Parce que j'ai l'impression que lorsque ça ressort de chez nous, c'est beaucoup plus facile pour nous de retourner à la base et de s'assurer de l'évolution de notre communauté. D'où j'en appelle peut-être à la conscience de chacun pour le développement de nos propres communautés. Si chacun se dit aujourd'hui que chez moi, je ne veux plus avoir de grossesse précoce, je me dis qu'à Lomé, chacun a son chien. Ce n'est pas tout le monde qui est né à Lomé ou qui vit de manière déterminée à Lomé. Donc, si chacun de nous s'engage à développer sa communauté, peut-être dans 10 ans, 15 ans, on va vraiment évoluer en matière de réduction des grossesses précoces. Et d'un volet aussi, vous avez parlé des mamans en matière de modèle. L'une des choses pour laquelle je suis fière de cette génération, je vais dire de notre génération et des mamans que nous avons, nombreuses d'entre elles ne veulent pas que leurs filles vivent ce qu'elles ont vécu. Absolument. Ça, pour moi, c'est une fierté. Et je me dis que c'est quelque chose qui est déjà gagné. Parce que du moment où ces mamans-là s'assurent que leurs jeunes filles ne puissent pas vivre ce qu'elles ont vécu, ça nous rassure que nous, jeunes filles actuelles, si nous prenons conscience de cela, la prochaine génération n'aura pas fait face à ces différentes difficultés-là. Donc, c'est une question de conscience et d'engagement. Pour moi, aujourd'hui, ces mamans-là sont des modèles. Bien que les circonstances, si je peux le dire ainsi, excusez-moi, de leur mariage n'ont pas été ce qu'elles ont voulu, mais qu'elles s'engagent à envoyer leur fille à l'école, même à l'université. On a vu ça dans plusieurs foyers. Ce sont les femmes ou les mamans là qui financent les études de leurs enfants jusqu'à l'université. Elles se disent que aujourd'hui ma fille a évolué et c'est une fierté pour elles lorsqu'elles voient leur fille. Même si la fille n'est pas capable, n'est pas encore à mesure, je peux le dire ainsi, de prendre soin financièrement de la maman, mais pour elle c'est une fierté parce qu'elle se dit que quoi qu'il arrive, ma fille n'aura pas à vivre les mêmes conditions, les mêmes réalités que moi. Et pour moi, ce sont des modèles. Et si chaque parent pouvait avoir cette mentalité-là, indépendamment de ce qu'ils ou elles ont déjà vécu, je me dis que la prochaine génération à venir, on fera moins face à ce genre de difficultés. C'est très bien. Et là, la question qu'on se pose, est-ce que tout le monde a cette mentalité-là? Est-ce que les parents
pas forcément au milieu urbain, même quand on va dans le milieu rural. Est-ce qu'on se rend compte quand même que nos actions, lorsque nous amenons nos filles en mariage précoce, lorsque nous encourageons nos filles à une sexualité précoce, et lorsque peut-être nous les enlevons des écoles pour les mettre peut-être en apprentissage ou les donner en mariage, est-ce qu'on se rend compte des conséquences que cela a, non seulement sur la fille, mais aussi sur le développement de nos communautés? Ok. Déjà, il faudrait qu'on se dise une vérité. Pour certains parents, c'est totalement normal. Parce qu'ils ont été dans ce cas-là. Il n'y a pas eu des personnes ou des gens qui sont venus leur rappeler que c'est pas comme ça que c'est censé se passer. Alors, pour eux, c'est forcément le même chemin que leurs enfants sont censés suivre. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas y remédier? Pourquoi on ne peut pas trouver une solution à ces problèmes-là qui sont en permanence dans ces zones-là, principalement rurales? Il y a des parents, pour eux, faudrait que leur fille de 15 ans, 16 ans, elle est assez grande. Il faut qu'elle aille trouver un homme, un mari, pour pouvoir leur amener des parcelles de terrain, des maïs, pour vendre et pouvoir s'occuper de leurs petits frères qui sont encore là, qui sont encore de 5, 6, 7 ans. Pourquoi? C'est pas le rôle de ces demoiselles-là d'aller souffrir pour s'occuper de leurs petits frères, mais plutôt des parents. Mais quel rappel on fait à ces parents-là que ce n'est pas censé se passer de cette manière? L'enfant, c'est la richesse. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait pour rappeler à ces parents-là que les choses sont censées se passer différemment? Pour leur dire que les enfants doivent faire ci, faire ça. Ils doivent suivre leurs enfants sur une certaine durée avant que ces enfants-là ne puissent se lancer ou se projeter eux seuls dans la vie. Mais pour eux, non. Ils ont été dans ces conditions-là. Alors c'est normal. Les enfants aussi doivent être dans ces conditions-là. Et la vie continue. Est-ce que vous croyez en changement? Je ne sais pas. Et d'ici 10 ans, d'ici 5 ans, d'ici 100 ans? J'ai foi. J'ai foi à un changement. Parce que je me dis, quand on prend 30 ans, 50 ans en arrière, on n'était pas à ce stade-là. Et indirectement, cela sous-entend que si nous continuons dans cette lancée, il est probable qu'à l'avenir, on ait vraiment un changement concret. Yeah. On est vraiment un changement concret. Et tout cela fait appel à tous les acteurs, à tous les acteurs autant pour moi, à tous les acteurs, l'implication de tous les acteurs dans la promotion des droits de la jeune fille. Parce que pour moi, tout commence par les droits. Tout commence par le droit. Parce que quand on prend le droit à l'éducation, lorsqu'on permet à la fille d'aller à l'école, de s'épanouir, de nourrir ses ambitions, de réaliser ses rêves, automatiquement, elle sait que, voilà, le droit à l'éducation, c'est une chose qu'on a acquis et que c'est garanti. Quand on prend le droit à la santé, le droit au service en matière de santé de la reproduction, parce que pour moi, les droits, voilà, ce n'est pas une affaire de pour moi, mais les droits sont interdépendants. On ne peut pas négliger un et considérer l'autre. Donc, d'où la notion de l'implication de tous les acteurs, que ce soit au niveau de la justice, au niveau de la légalité, au niveau même des prestataires de services, au niveau du corps enseignant, au niveau de tous les ministères en question et les organisations de la société civile. Si nous tous, on a foi et qu'on croit en ce changement, je pense que c'est possible. C'est vraiment possible qu'on ait du changement. Si tout le monde est impliqué et fait valoir ces droits-là de manière effective. Voilà. D'accord. Donc, il s'agit seulement de croire. Non. On a la foi, hein? Tout à l'heure, tu as demandé si j'avais la foi et si je croyais. Oui, je crois. Quand je parle d'implication des différents acteurs, c'est en matière d'action. Parce qu'il ne sert à rien de nous regrouper chaque octobre ou pour planifier l'année à venir, de nous regrouper chaque début d'année, faire des planifications et nous retrouver à la fin avec des résultats, je dirais un peu en l'air, des résultats qui sont juste escomptés. Voilà. Mais pas sortis des actions réelles qui ont été menées. Et pour moi, il est toujours important de faire des brainstorming. Aujourd'hui, nous parlons de la journée de la jeune fille, 11 octobre. Chaque année, on la célèbre. Et pour moi, lorsqu'on parle de célébration,
c'est réellement le fait de louer. On loue les initiatives qui sont là, l'impact et on célèbre la potentialité de la jeune fille. Yeah. Au-delà de ça, c'est de réfléchir maintenant aux différents défis. Mhm. Quels sont les défis auxquels les jeunes filles font face? Est-ce qu'il y a des domaines où les droits qui sont moins respectés que les autres? Maintenant, quels sont les apports de solutions que l'on met en place pour pouvoir faire valoir ou soit pallier à ces différents problèmes-là ou les différents défis auxquels les jeunes filles font face sur tous les plans? Donc, pour moi, il est question de brainstorming, mais aussi de passer à l'action et de respecter déjà ce qui est là. Et surtout de croire. De croire. Très important. Très important. Alors, Eunice, toi, si tu y crois, J'y crois. combien d'années comme ça environ? Pourquoi pas dans 20, 25 ans? Ça Là, va, t'as combien d'années? Moi, je pense que les statistiques sont là. Je pense que c'est d'après ONU Femmes, en matière de droits des femmes, si on doit arriver à l'égalité, Ouais. il faut encore 100 ans. D'accord. S'il faut encore 100 en tout cas, il y a du boulot à faire. s'il faut encore 100 Les ans, efforts sont mis en place, mais il y a du boulot à faire. s'il faut encore 100 Et ans, pour je y me pose arriver, des il faudrait questions. vraiment que nous tous, on s'y met. De la meilleure des façons. 100 ans, c'est beaucoup. Hein. C'est Ça veut dire beaucoup. qu'on ne verra pas ça, malheureusement. Mais c'est possible, hein, je peux voir ça. Non, je pense que je peux voir ça. Non. C'est possible. Non, j'ai C'est évité. possible. C'est possible. possible. Maintenant, espérons que ce ne soit pas aussi un délai qu'on va allonger après. C'est un peu comme lorsque nous prenons des engagements. On a dit, oh, d'ici, voilà, on a tellement, tout le monde nous regarde ça, regarde ça arriver. Et c'est un peu bizarre. Hein. Oui. Et de l'autre côté, je me dis, est-ce que les filles elles-mêmes, est-ce qu'elles sont conscientes des défis qu'elles rencontrent? Est-ce qu'elles, aujourd'hui, elles sont conscientes de leurs droits pour savoir que, ah ça, je ne dois pas faire ça, mais ils n'ont pas le droit de me traiter comme ça parce que je suis une fille? Ou même au-delà d'être conscientes, est-ce qu'elles connaissent aussi les mécanismes qui sont disponibles pour pouvoir dénoncer, pour pouvoir entamer des actions judiciaires, pour pouvoir même, à la limite, se protéger? Pour être conscientes, elles le sont. Mais je ne suis pas sûre qu'elles savent, qu'elles peuvent dénoncer, qu'elles peuvent se plaindre Yeah. de ce que la société leur font. Pourquoi? Parce que constamment, on nous rappelle que notre place est à la cuisine. Yeah. Constamment, on nous dit qu'on ne peut pas aller à l'école longtemps, qu'on ne peut pas avoir le doctorat ni le master. Dès qu'on a la licence ou des quelques diplômes là, on peut se trouver un travail, un mari et puis c'est bon. Mais à quel moment une fille peut prendre son courage à deux mains, aller voir une société, ou je dirais plutôt une association pour dire j'étais dans ce cadre-là et il y a ce garçon qui m'a parlé de cette manière, je n'ai pas apprécié. On m'a fait ci, on m'a fait ça. Je n'ai pas envie de me réduire à ça. Je n'ai pas envie que ça soit quelque chose qui me touche émotionnellement et que ça soit un blocage pour moi. J'ai envie de dépasser ça. J'ai envie d'aller plus loin. Qui sont là pour nous aider à dépasser ça? Et surtout, à faire comprendre aux autres qu'ils ne sont pas censés nous rappeler ça parce que ce n'est pas censé se passer comme ça. Les filles aussi, elles ont du potentiel. Elles ont des, comment dirais-je, des droits. Est-ce que je dirais des droits, mais des, c'est ça, hein, des potentiels, des manières d'être qui peuvent être utiles non seulement à elles-mêmes, mais également à la société. Yeah. Qu'est-ce que nous, d'abord, nous filles, nous pouvons dire aux autres ou aux personnes autour de nous aider à pouvoir aller plus loin que ce que la société nous inflige. Yeah. Et pour moi, il faudrait commencer par parler. On est trop muette. On ne parle pas assez. Il faudrait qu'on parle. Il faudrait qu'on ait une voix unie. Parce que malgré tout ça, il y a encore des filles, pour elles, c'est normal. Elles normalisent le fait qu'elles ne peuvent pas aller plus loin que ça, que c'est ça, c'est déjà ce qui est en place. Il faudrait qu'on ait une voix unie pour aller plus loin, pour pouvoir défier ce que on nous inflige déjà. Mais comment aller plus loin que ça? Comment faire ça? Comment faire ça? Et là, la question que je me pose, hein, qu'est-ce qui a fait la différence à votre niveau? Qu'est-ce qui vous a différencié de ces autres filles-là, si je veux le dire ainsi, jusqu'à changer votre perception sur l'égalité, sur des questions de justice sociale et d'équité? Moi, je dirais que j'ai eu un grand soutien qui a été ma mère. Ma mère, c'est une femme, non seulement elle a été à l'école,
mais elle est bilingue. Elle fait tout. Elle cuisine, elle fait du sport, elle conduit. Et à chaque fois, elle me rappelle que je ne dois pas seulement me limiter à ce qu'on me dit dehors. Quand des fois je sors et que je porte un pantalon ou des tennis, il y a ma tante, la petite soeur à ma mère, elle me dit, mais non, une fille, c'est pas censée s'habiller comme ça. Porte des talons, des ballerines, couvre-toi la tête. Et ma mère, elle me dit, non, non, qu'est-ce que toi-même tu veux? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce qui te fait envie dans la vie? Où est-ce que tu te vois d'ici 5, d'ici 10 ans? Tu veux attendre que quelqu'un vienne t'épouser? Ben non. Non, je ne veux pas attendre que quelqu'un vienne m'épouser. J'ai envie d'être stable financièrement, avoir des diplômes, travailler, être indépendante et non dépendre de quelqu'un. Être ambitieux aussi dans la vie. Ah, il le faut, hein. Il le faut. Et j'ai été scout. Et dans le scoutisme, disons que les filles, elles ont beaucoup, mais énormément de soutien parce qu'on les pousse, on les booste à dire que vous n'êtes pas ici pour vous asseoir, seulement pour vous occuper de la cuisine, des activités. Non, non, non. Vous aussi, vous pouvez aller chercher du bois. Vous aussi, vous pouvez prendre la roue pour sarcler. Ok. Vous aussi, vous pouvez monter les tentes. Vous aussi, vous pouvez marcher le pic d'Agou, aller autour. Vous aussi, vous pouvez le faire. Alors, donnez-vous la force d'y aller. Et comme je le dis souvent, il faudrait qu'il y ait des gens autour de nous pour nous rappeler, pour nous dire qu'on n'est pas censé s'asseoir et attendre qu'un homme vienne prendre soin de nous. Et on n'est pas censé rester muette également. Exactement. Alors, ça m'a taqué de votre côté. Qu'est-ce qui a changé? Moi, je pense que l'éducation de base, Yeah. parce que j'ai également eu la chance d'avoir des parents qui étaient vraiment à l'écoute. Mhm. Et moi, je dirais, contrairement, où je vais dire, voilà, à la plupart, j'ai eu la chance de grandir beaucoup plus avec mon papa. Ok. Voilà, moi, j'ai eu beaucoup la chance de grandir avec lui. Et il ne me considérait pas que, voilà, parce que j'étais fille, donc je devais rester avec ma maman à la cuisine, voilà. Ce qui fait que quand il allait à tout ce qui est rencontre, quand il était affecté, j'étais toujours avec lui. Donc, moi, j'ai grandi dans cette perspective-là que quand on est une jeune fille, on ne se réduit pas à ce que la société dit. Mais au-delà de ça, je peux dire la vie associative a également créé un déclic en moi. Parce que en 2019, quand je venais d'avoir mon bac, la vie associative a fait que j'ai reconnu, j'ai retrouvé encore une fois l'importance de nos droits en tant que jeune fille. Et je me posais beaucoup de questions parce que je me dis, ah, j'étais dans telle communauté, je voyais des jeunes filles dont les droits étaient vraiment violés. Je voyais des jeunes filles qui étaient envoyées en mariage précoce. Je voyais des jeunes filles qui étaient contraintes d'aller épouser, être troisième, quatrième fille d'un certain Aladji, sous prétexte que voilà, la famille en a décidé ainsi depuis sa naissance et que voilà, c'est la famille, on reste en famille. Mais je me dis, ah, si c'est que j'avais des informations en ce temps-là, peut-être que j'aurais pu agir. J'aurais pu agir dès là. Donc pour moi, la vie associative, elle change tout et l'information également. Il est vraiment important d'avoir de l'information. Tout à l'heure, vous avez parlé des initiatives telles que la Croix-Rouge, le scoutisme, le MAJ ATBF, bref, ces organisations-là, c'est pour cela que j'aime beaucoup travailler dans les milieux ruraux, je le dis toujours, on se rend compte que elles sont beaucoup plus concentrées en milieu urbain. Or, elles font partie des initiatives qui peuvent permettre à la jeune fille de s'épanouir et de comprendre en même temps quels sont ses droits. Parce qu'aujourd'hui, si on a tout ce qui est manque de confiance en soi, on fait également face à tout ce qui est autodiscrimination. Au-delà de ce que la société fait, ces initiatives-là viennent permettre à la jeune fille de s'affirmer. Et pour moi, ça fait partie des programmes qui ont renforcé ma confiance en moi. Le fait de reconnaître mes droits et savoir que, ah, lorsque je fais face à telle difficulté, je dois le dénoncer et je ne dois pas me limiter à cela. Bon, voilà. D'accord. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que Eunice avait même lancé la question. Qui fait quoi? Est-ce qu'on doit toujours attendre chaque 11 octobre va se venir? Ça sera des panels, on va soulever les défis. On va beaucoup parler que oui, on ne va pas à l'école, on nous viole, on nous fait si, et puis on se donne encore rendez-vous dans un an. Voilà, malheureusement. Et en tout cas, si moi je nourris un rêve aujourd'hui à l'endroit du droit des filles, c'est que dans 30, 50 ans, ou même dans 10 ans, qui sait?
qu'on ne puisse plus parler de ces journées dédiées à la jeune fille ou de ces journées dédiées aux droits des femmes, mais qu'on ait des journées dédiées aux droits humains. Parce que qu'on soit fille ou garçon, nous sommes des êtres humains et que nous avons nos droits. Je ne sais pas si on me suit. Donc, cela voudrait dire qu'aujourd'hui, si nous nous retrouvons à parler toujours de droits de la jeune fille, c'est parce que quelque part, quelque chose a failli et qu'il faut y remédier. Il faut combler le trou. Et donc, comment est-ce que l'on arrive ou qu'est-ce que nous devons faire? Tout se trouve dans l'action. On ne va pas se trouver chaque 11 octobre. On va proposer des solutions. Nous aurons des recommandations. On fera des panels, comme tu l'as dit. On fera même des caravanes. On va inviter, voilà, ces acteurs dont nous parlons. Et tous ils vont venir, nous allons parler. On s'est dit, bon, on a parlé, d'accord. Rendez-vous l'année prochaine. On revient, le même scénario. Mais moi, je me dis que il faut qu'on passe vraiment à l'action. Et comment est-ce que l'on passe à l'action? C'est ce qui est déjà là, qu'on s'assure de l'applicabilité effective. Ce que nous avons déjà, comment est-ce qu'on prend soin de cela? Ces programmes, ces initiatives qui ont été mises en place, comment est-ce qu'on s'assure, comment est-ce qu'on garantit l'effectivité de de la mise en œuvre de ces différentes initiatives et qu'on s'assure de l'inclusion. Je reviens là-dessus parce que aujourd'hui, beaucoup d'initiatives sont là, même en matière d'infrastructures qui sont mises en place, côté de l'éducation de la jeune fille. Mais ce volet-là est encore négligé. Mais je me dis que tout est question de processus et qu'on va y arriver. Donc, pour moi, c'est vraiment de passer à l'action. S'il y a des recommandations qui sont mises en place, de s'assurer du suivi de ces recommandations-là. Qu'on n'attende pas, voilà, l'année prochaine, qu'on revienne encore lors des panels, redire la même chose et on repart. Mais il faudrait que nous, acteurs de la société civile qui défendons, nous, défenseurs activistes, puissions également nous impliquer en matière de suivi. Même si nous ne sommes pas les porteurs ou porteuses de ces initiatives-là, mais de nous assurer également de du suivi. À tout ce qui est également institution, ils n'ont qu'à rester à l'écoute des plaidoyers que nous venons faire. Les plaidoyers, je pense qu'on ne cessera pas de faire des plaidoyers. Tant qu'il y a des problèmes, il y aura toujours des plaidoyers pour qu'on puisse y remédier ensemble. Donc, c'est également de rester à l'écoute des organisations qui approchent les gouvernements en matière de loi, en matière, voilà, de dénonciation, de sanctions. Parce que l'une des choses, c'est que lorsque moi, je suis victime d'un viol et que vous n'arrivez pas à me rendre justice, comment est-ce que une autre personne qui est à côté de moi, lorsqu'elle fera face à ces problèmes-là, va se lever à les dénoncer? J'ai envie de parler, mais je n'arrive pas. Celle-ci a fait, qu'est-ce que ça a donné? J'ai une tradition littéraire. Celle-ci a fait, qu'est-ce que ça a donné? Donc, ce qui fait que on se retrouve toujours sur nous, on se dit, bon, c'est comme ça la société a fait. Que voilà, quand la femme naît, il faut remettre à Dieu. Puis on se limite à cela. Donc, ce qu'on a déjà, qu'on s'assure de l'applicabilité et surtout de sanctionner ceux qui violent les droits des jeunes filles. Absolument. Voilà. D'accord. Alors, Eunice, qu'est-ce qu'il faut faire? Selon moi, il faudrait qu'on commence toujours par notre quotidien. Nous-mêmes, là, qu'est-ce qu'on fait à chaque fois qu'on se lève, à chaque fois qu'on rencontre d'autres filles, à chaque fois qu'on rencontre d'autres garçons, d'autres parents? Qu'est-ce qu'on fait pour leur rappeler que il faudrait qu'on suive les droits des filles? Je sors, je rencontre une fille dans la rue qui veut me vendre des tomates. C'est bientôt la rentrée, c'est bon, la rentrée universitaire. Mais la rentrée scolaire, comment tu vas pas à l'école? Pourquoi tu vends des tomates ici? Mais non, on est là, on passe. Il faudrait que nous-mêmes, on prenne sur nous de poser des actes dans notre quotidien, chaque jour, pour que nous puissions arriver à ces recommandations, à cette planification-là que nous faisons chaque 11 octobre. Il faudrait que nous prenions sur nous de nous dire que ça là, je vais réaliser ça. Pas forcément dans toute la ville de Lomé, pas forcément dans toute la ville de Djarkmanga, mais seulement dans ma communauté, seulement dans mon école, seulement dans mon quartier. Réaliser ça, faire ci, faire ça, pour qu'une fille se dise que ah, je vais prendre sur moi et considérer mes droits et pouvoir me plaindre, pouvoir dénoncer à chaque fois que quelqu'un veut me faire du mal. Juste parce que Dr Dorcas lui a dit que tu sais, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Parce que Samantha lui a dit que tu peux faire ci, tu peux faire ça. Parce que Annie lui a dit, Eunice lui a dit que tu peux faire ci, tu peux faire ça. Et demain, elle aussi, elle ira dire à quelqu'un. Et de là, on pourra atteindre tous les objectifs qu'on a mis en place. Voilà. Ah oui, c'est très, très important.
Et je pense que ça, c'est un peu l'erreur que nous faisons. Tant que ça ne touche pas ma fille, je préfère ne pas parler. Ça ne me Ça concerne ne me pas. concerne pas. Alors que malheureusement, ça n'arrive pas qu'aux autres. hein. Ça Effectivement. n'arrive pas qu'aux autres. Je me rappelle que j'ai déjà fait une enquête où une maman d'une victime de viol me disait qu'elle était surprise que cela arrive à son enfant. Qu'elle entend souvent ça dans les radios Ah. et qu'elle n'y croyait pas au fait. Genre pour elle, ce sont des histoires toutes montées, etc. et tout. Et que jusqu'à maintenant, elle n'arrive pas à croire que c'est arrivé à son enfant. Je voulais dire cela n'arrive pas qu'aux autres, mais je me suis retenue. J'ai dit donc, calme-toi. Mais bon, vous l'aurez compris, hein, chers téléspectateurs, je pense qu'on a beaucoup partagé aujourd'hui. Et tout le monde a compris qu'au-delà de la foi, qui est très très important, nous tous on sait que c'est Dieu qui a créé comme ça. Nous tous on connaît la Bible, on connaît le Coran, on connaît tout. Nous tous on sait que c'est la nature qui est comme ça. Et de l'autre côté aussi, nous sommes aussi prêtes et prêts pour venir discuter sur des panels, vous dire des défis que vous connaissez déjà, que vous lisez sur les réseaux sociaux, que vous blâmez, tant que ça ne touche pas votre maison, bien. Mais je pense que comme l'ont dit la plupart des les deux invités sur le plateau, il est temps que nous passions à l'action. C'est très très important. Il faut que nous aidons les filles, il faut que nous aidons nos enfants, nos sœurs à rêver beaucoup plus grand. Et si on ne peut pas les aider à rêver beaucoup plus grand, de grâce, ne tuons pas leur ambition, ne tuons pas leurs rêves. Il est donc important d'encourager chaque fille à aller à l'école, leur offrir une éducation de qualité, leur offrir un cadre beaucoup plus sain, où il n'y ait pas de harcèlement, où il n'y ait pas de précarité menstruelle, où il n'y ait pas de viol, où il n'y ait pas quoi que ce soit qui puisse les empêcher de pouvoir poursuivre leurs rêves, et surtout de leur donner toutes les informations afin qu'elles puissent faire des choix éclairés, des choix pour elles-mêmes, des choix afin qu'elles puissent s'épanouir. Le monde est grand, la charge est lourde, et je pense que les femmes, les filles ont aussi leur rôle à jouer. Donnons-leur la chance, donnons-leur l'opportunité de vous prouver de quoi elles en sont capables, parce que vous savez qu'elles en sont capables. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Et ce Docteur TV est là pour vous donner de très bonnes informations pour votre santé et votre bien-être. Et ce Docteur TV, la chaîne santé qu'il vous faut.